Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fatigue, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. Pourquoi est-ce que je suis épuisé pour un rien avec ma maladie neurologique? On pourrait presque prendre la question en enlevant la partie avec la maladie neurologique. Je vais répondre à cette question-là, mais la fatigue, c'est un élément important. Je vous le disais, on parle beaucoup de douleur lorsqu'on a un problème musculo-squelettique, lorsqu'on a une maladie neurologique, et la douleur, comme la fatigue, ce sont des éléments qui se mesurent plus difficilement, ça se photographie pas, ça se mesure plus difficilement et c'est aussi plus facile à remettre en question. J'ai beaucoup de patients qui ont vraiment une fatigue importante et si cette fatigue persiste, il y a parfois une remise en question de leurs symptômes. C'est vrai aussi avec la douleur, soit par leurs proches, soit par l'employeur, soit par les professionnels de la santé qui les voient. Et parfois, il n'y a pas de remise en question, mais ça demeure un élément important. Il faut en parler et il faut un peu démystifier un peu cette fatigue. Dans certaines maladies neurologiques, la communication entre le cerveau et les muscles devient moins efficace et chaque mouvement coûte, entre guillemets, plus d'énergie. Si je vais simplifier, si pour contracter, pour faire un point et de générer de la force, mon cerveau envoie la commande à mes muscles, mais la force qui arrive finalement à mon point, c'est 50% ou 25%, et la tâche que j'ai à générer demande plus, je devrais envoyer plus de commandes plus longtemps, faire un effort cognitif et de me concentrer davantage, ça sera beaucoup plus facile. Là, je vous donne l'exemple de serrer le poing. Imaginez tenir sa posture, imaginez marcher, imaginez travailler, imaginez faire des mouvements qu'on fait de façon répétée et quotidiennement. Ça peut être il y en a vraiment plusieurs, une des causes de la fatigue, c'est-à-dire que le message se rend moins facilement aux muscles, on doit contracter plus fort, donc ça coûte, entre guillemets, plus d'énergie. L'exemple de la sclérose en plaques, les nerfs sont recouverts d'une enveloppe et si cette enveloppe-là, elle fonctionne moins bien, elle est détruite, il est possible que le signal nerveux soit ralenti ou soit absent ou soit moins efficace, ce signal nerveux qui se dirige vers le muscle pour stimuler la contraction. Ça, c'est un exemple. On peut avoir aussi une hernie discale qui comprime une racine nerveuse, disons, complètement, ou plutôt partiellement, et pour lever le pied, ben, j'ai accès à seulement 50% de ma force ou 50% de la mobilité, disons 50% de la mobilité. Mon pied est tellement faible qu'il ne lève qu'à 50%. Je devrais changer mon patron de marche. Je devrais utiliser d'autres muscles pour compenser. Et là, on pourrait sortir beaucoup d'exemples pour illustrer qu'il y a une fatigue qui s'installe parce que la demande musculaire, elle doit être amplifiée pour avoir un résultat comparable ou pour atteindre l'objectif de marcher, de serrer le poing ou d'effectuer une tâche au quotidien ou dans les sports. On distingue deux types, enfin on en distingue plus, mais je vous en présente deux. La fatigue neurologique, je vous l'ai expliqué, le circuit nerveux s'épuise parce que le nerf, par exemple, transmet moins bien l'influx nerveux. Alors, c'est une fatigue neurologique. Je vous ai déjà parlé aussi des patients qui ont des tumeurs cérébrales opérées. Par exemple, ils ont eu une intervention, il n'y a plus de tumeur, l'opération s'est bien déroulée, mais il y a eu des blessures, ne serait-ce que par l'intervention chirurgicale, et il y a une fatigue neurologique qui va s'installer parce que l'influx nerveux va moins bien circuler. On peut avoir une fatigue neuromusculaire à la jonction entre le muscle et le nerf. Et donc, cette fatigue fera en sorte que le muscle va lâcher rapidement, même pour de petits efforts. Je reprends mon exemple d'hernie discale. Lorsqu'on a une hernie discale, la hernie, elle est près de la moelle épinière. Hein? Elle n'est pas près du muscle. Elle n'est pas près de mon pied. Je peux avoir une maladie neuromusculaire il y a des dystrophies musculaires aussi, il y a plusieurs maladies neuromusculaires qui feront en sorte que le contact entre le nerf
et le muscle se fait moins bien. Le messager chimique qui devrait transmettre l'influx nerveux fonctionne moins bien et donc le muscle va se contracter moins bien. Et au départ, le problème, ce n'est pas le muscle, mais la connexion entre le nerf et le muscle. Et là, on va parler de fatigue neuromusculaire. On ne pourra plus contracter parce que la conversation entre le nerf et le muscle n'aura plus lieu pour des raisons physiologiques. On parle de fatigue. L'inflammation chronique peut amplifier la fatigue en perturbant le fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires et aussi pour d'autres raisons. Si vous avez une maladie auto-immune, j'ai écrit un roman Corps étranger. Dans mon roman, il y a plusieurs personnages qui ont des maladies auto-immunes, y compris le protagoniste qui est physiothérapeute, et ces maladies auto-immunes peuvent générer de la fatigue et pour mille et une raisons, mais notamment en raison de l'inflammation qui peut devenir chronique, qui s'installe et on peut ressentir cette fatigue qui est parfois même cognitive là, au niveau du cerveau, mais qui est aussi parfois motrice. On va se fatiguer vraiment plus rapidement, mais ce ne sera pas une fatigue comme une fatigue à la jonction neuromusculaire où on sera plus capable du tout de contracter les muscles de la main. Ça ne sera pas une fatigue qui est complètement invalidante, en sens qui nous empêche de bouger, mais on pourra sentir une fatigue importante. Le résultat est une impression d'épuisement disproportionnée par rapport à l'activité, parfois même après un repos complet. Parfois, cette fatigue qui est causée par l'inflammation chronique, si on a une arthrite rhumatoïde, par exemple, on associe l'arthrite rhumatoïde à l'inflammation, le gonflement des articulations, la douleur et d'autres éléments, mais c'est parfois associé à de la fatigue et on va aller se reposer ou après une bonne nuit de sommeil, on reprend une activité durant la matinée et cette fatigue revient et qui est entre autres associée à l'inflammation chronique qui est systémique, qui n'est pas juste dans notre genou, par exemple, mais qui est vraiment dans notre système et notamment dans tout ce qui est dans la circulation sanguine. Qui fait en sorte qu'on sentira cet épuisement. Si la force chute rapidement lors d'un mouvement répété, vous faites des squats ou vous faites des flexions du genou comme vous voyez, et vous en faites 1, ça va, vous en faites 3, moyen, vous en faites 6, il n'y a presque plus de force et vous ne pouvez pas faire 8. Et parfois, la vitesse d'affaiblissement est encore plus grande. On peut penser à une fatigue neuromusculaire et parfois on va voir une asymétrie entre côté gauche et côté droit. On va faire un autre exercice qui travaille les muscles voisins, pas les mêmes, et on ne sent pas du tout de faiblesse. Et pour un exercice spécifique, on va voir une faiblesse importante. On peut penser, c'est pas une recette magique, mais on peut penser à une fatigue neuromusculaire ou en tout cas le système nerveux est sûrement lié à cette fatigue-là. Si on pense à une fatigue qui altère, oui, notre concentration ou la clarté mentale ou cause un brouillard mental, tout ça, donc, notre concentration baisse après une courte tâche. On peut plutôt parler de fatigue cognitive. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas neuropsychologue, je ne suis pas neurologue, je ne vais pas évaluer cette fatigue cognitive. Mais mes patients qui ont, je reprends l'exemple des tumeurs cérébrales, c'est vraiment fréquent d'avoir cette fatigue qui touche davantage à la cognition, à la capacité de mémoriser, de se concentrer, d'être attentif, par exemple, et il y a d'autres capacités cognitives. Donc, cette fatigue plutôt cognitive, elle existe, elle est présente et elle n'est pas visible en le sens qu'on ne peut pas prendre une photo de vous puis vous dire il y a tel ou tel degré de fatigue cognitive. Des conseils, un exercice vraiment tout simple, alterner la charge, alterner l'effort avec une activité qui est plus facile et une autre qui est moins facile et alterner aussi avec les périodes de récupération. Je vous l'ai dit, il y a certains types de fatigue qui fait en sorte que la période de repos ne changera pas grand-chose. Vous le savez peut-être déjà, vous allez peut-être le découvrir, mais si on a une fatigue, même si une période de repos ne change pas grand-chose, on peut aussi faire le raisonnement inverse. S'il n'y avait pas du tout de période de repos, peut-être que la fatigue serait encore plus grande. Donc, de ne pas minimiser l'importance, même courte, des périodes de récupération. Donc, on va fractionner les tâches. On va planifier des micro-pauses, même régulières, de 30 à 60 secondes. Ça peut être intéressant de le faire, ou au moins de l'essayer ou d'en parler avec ses professionnels de la santé. Toujours dans mon roman, pour limiter la fatigue des membres supérieurs, c'est le protagoniste qui parle
qui est physiothérapeute là, ou kinésithérapeute en France, je modifie la posture de mon patient, donc Alexandre, qui est en fauteuil roulant, et Alexandre peut ainsi maintenant rester plus longtemps sans être incommodé par des douleurs au dos, ce qui marque un progrès notable. Je vous ai mis cette citation de mon roman parce que ce personnage d'Alexandre qui est en fauteuil roulant, qui a une atteinte neuromusculaire, et tenir son corps, ben, c'est quand même plus exigeant que pour vous et moi. Et si la posture d'Alexandre n'est pas très bonne à son fauteuil, par exemple, si lui, il est très arrondi, c'est plus forçant tenir une posture arrondie que si on a un bon alignement. Pensez à un sac d'épicerie. Si vous tenez votre sac à bout de bras, ce sera plus forçant que si votre sac est près de vous. Donc, avoir un bon alignement articulaire, avoir un bon alignement postural, ça économise de l'énergie. Alors, lorsque vous êtes aux prises avec un problème de fatigue, peu importe le type de fatigue que j'ai décrit, et souvent il y a plusieurs types qui vont cohabiter, plusieurs types de fatigue, de minimiser ou plutôt d'optimiser votre posture pour ne pas contracter inutilement certains muscles. Ça peut être aussi une clé pour diminuer cette emprise que la fatigue pourrait avoir, notamment sur vos activités de la vie quotidienne. Il ne faut pas minimiser cet effet-là. Et ce personnage d'Alexandre profite non seulement de moins ressentir de la fatigue, mais moins de douleur aussi, parce que les muscles n'ont pas à se contracter de façon continue et de façon démesurée. Un autre élément, je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne, ce sont les rythmes circadiens. Dans notre corps, on a une biochimie intérieure, on a une pharmacie intérieure, c'est-à-dire que notre corps produit des substances biochimiques ou des messagers chimiques ou des substances qui sont essentielles à notre fonctionnement, à notre organisme, y compris notre système nerveux, entre autres la mélatonine, entre autres le cortisol, et là il y a une longue liste. Dans les changements, dans le rythme circadien, à l'intérieur de 24 heures, on a aussi des changements de température corporelle. Alors là, vous avez un tableau avec 3 courbes, mais on pourrait ajouter la courbe de la tension artérielle qui varie. On pourrait ajouter plusieurs nuances. Je vous parle de tout ça parce que lorsqu'on est fatigué, parfois, selon le moment de la journée, et ça change pour chaque personne, mais on va être moins à risque de fatigue à certains moments de la journée. Vous êtes un lève-tôt, vous êtes une couche tard, vous vous levez à une heure plutôt habituelle où à peu près tout le monde se lève, vous savez ça. Et c'est souvent comme ça depuis que vous êtes tout petit. Moi, je me lève à 4 heures du matin, parfois un peu avant l'été, et donc j'ai toujours été un lève-tôt, même tout petit. Et ma sœur, elle, c'était complètement l'inverse et ça a toujours été comme ça. C'est peut-être votre cas. Et donc, ça, on parle de rythme circadien et de mieux connaître à quel moment de la journée, par exemple, vous avez moins de fatigue pour faire vos exercices de physiothérapie. C'est intéressant de le décoder. Il ne faut pas minimiser l'importance de nos rythmes circadiens pour notamment faire nos activités qui pourraient déclencher un peu plus de fatigue. Un exercice, un test, la marche fractionnée. Vous faites 2 minutes de marche, vous vous asseyez 30 secondes et vous faites 3 à 5 cycles. C'est une façon aussi de mesurer à partir de quand la fatigue s'installe et vous vous auto-évaluez avec l'échelle de Borg de 0 à 10. Je pourrais vous la représenter une autre fois, l'échelle de Borg, mais je vous l'explique ultra simplement. 0, vous n'avez aucune fatigue. 10, c'est une fatigue maximale. Vous ne pouvez pas être plus fatigué que ça. Et vous quantifiez votre niveau de fatigue de 0 à 10 après avoir fait, ou vous pouvez le faire même pendant que vous faites l'exercice que vous voyez. Vous répétez 3 à 5 cycles. Je l'ai bien écrit en mots à l'écran, vous voyez en ce moment. Et vous arrêtez l'exercice ou vous augmentez les durées de repos ou vous diminuez les durées de marche si vous êtes au-delà de 7. On pourrait même changer le 7 pour un 6 selon votre tolérance à la fatigue ou même un 5. Donc, on veut y aller toujours progressivement. Je vous répète souvent ça sur ma chaîne, mais vous voyez l'idée. Vous pouvez le faire tel quel comme ça et ensuite modifier selon vos capacités. On peut faire l'inverse aussi. On peut augmenter le niveau de difficulté. On peut marcher plus longtemps. On peut marcher à l'extérieur sur un terrain incliné et on peut vraiment ajouter, c'est-à-dire plusieurs nuances.
pour pouvoir mieux contrôler la fatigue, parce que oui, en présence d'une atteinte neurologique, d'une maladie neurologique, d'une maladie auto-immune, d'une maladie inflammatoire, on peut et on a souvent de la fatigue qui est parfois minimisée par nos proches, par l'entourage, l'employeur, les professionnels de la santé, et parfois c'est l'inverse, on est très, très bien entouré et bien accompagné, mais il y a des petits trucs, comme je vous en ai donné plusieurs aujourd'hui, pour mieux vivre avec la fatigue et mieux naviguer à travers tout ça pour préserver notre qualité de vie. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi, et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici, dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.